Et si la personne avec qui vous parliez sur les réseaux sociaux était en réalité morte depuis des années et enterrée juste sous vos pieds, qu'est-ce que vous ressentiriez? Bonjour, je suis la moustache du tigre. Cette histoire glaçante, difficile même à imaginer, s'est pourtant réellement produite dans un village ordinaire des Philippines. Que s'est-il passé exactement? Aujourd'hui, je vais vous raconter un fait divers qui a eu lieu à Dasmariñas, dans la province de Cavite. C'est une ville tranquille près de Manille, la capitale, un quartier où cohabitent des logements modestes et des maisons plus luxueuses. Le 7 septembre 2018, le commissariat de la ville reçoit un appel de disparition. C'est un fils qui appelle. Il explique que sa mère est partie travailler à Singapour. Elle donne parfois des nouvelles sur les réseaux, mais depuis son départ, elle n'est jamais rentrée à la maison. Et il n'a jamais pu lui parler directement au téléphone. La femme disparue s'appelle Evelyn Sayos. Elle est née en 1962. Elle s'est mariée 2 fois. De son premier mariage, elle a eu une fille, Johanna Sayos, mais elle a divorcé peu après. Puis elle a eu un fils, Michael, avec son second mari. Ce dernier est décédé en 2011 et Evelyn a alors élevé seule ses 2 enfants. Elle avait un caractère joyeux et optimiste. Elle faisait tout pour que ses enfants ne ressentent pas l'absence du père. Toujours gentille avec les gens autour d'elle, elle aimait parler, échanger, passer du temps avec les autres. Sa vie suivait un cours paisible jusqu'à un jour de 2016. En août, son fils Michael rentre à la maison. Mais ce soir-là, sa mère ne rentre pas. Il se dit d'abord qu'elle a peut-être dormi chez des amis. Mais le lendemain, elle n'est toujours pas là. Et Evelyn n'avait jamais passé une seule nuit dehors sans prévenir. Michael commence à s'inquiéter. Il demande alors à sa sœur « Où est maman ?» Et là, Johanna répond « Elle t'a rien dit? Maman est partie à Singapour. Pour travailler, elle t'a peut-être pas prévenu, c'est tout. » Donc, selon elle, leur mère était partie travailler à Singapour. Michael, lui, se sent blessé. Elle était partie sans rien dire, sans même dire au revoir. Mais peu après, il reçoit un message de sa mère sur les réseaux. Elle lui écrit « Je suis bien arrivée à Singapour pour le travail. » Et comme elle continuait aussi à parler avec des proches via les réseaux sociaux, personne ne s'est vraiment inquiété. Le 11 octobre 2016, c'était l'anniversaire de Michael. Même depuis l'étranger, sa mère ne l'avait pas oublié. Elle lui envoie un message pour lui souhaiter un bon anniversaire. La vie continue, les jours passent, les mois aussi, et 2 années s'écoulent. Mais Michael commence à trouver ça étrange. Sa mère est censée être à l'étranger pour le travail, mais en 2 ans, elle n'est jamais revenue. Elle ne répond pas aux appels et les messages se font rares. Michael en parle avec la famille et finit par signaler la disparition de sa mère à la police. Mais la police ne donne pas vraiment de nouvelles, et parfois il continue même à recevoir des messages d'elle sur les réseaux. Michael ne sait plus quoi penser. A-t-elle vraiment disparu? Il veut croire qu'elle est encore en vie. Il l'espère du fond du cœur. Encore 2 années passent. Le 23 juillet 2020, Michael décide de rénover la cuisine de la vieille maison. Mais ce n'est pas juste pour refaire la déco. Des voisins lui ont dit « Il y a une drôle d'odeur qui vient de chez toi ». Et lui aussi l'avait remarqué. Une odeur forte, insupportable, comme s'il y avait un vrai problème quelque part. Il pense d'abord à un souci de plomberie. Mais cette odeur, ce n'était pas une simple odeur désagréable. C'était quelque chose de nouveau, indescriptible, presque douloureux à respirer. Alors il décide de chercher la source. Il enlève le plancher et ouvre la fosse septique. Et là, dans le béton, il trouve la carte d'identité de sa mère et sa carte bancaire. Mais si elle était vraiment à Singapour, comment ces cartes auraient pu rester ici, chez eux? Face à ce sentiment de malaise, Michael décide d'aller directement au commissariat pour signaler quelque chose d'étrange. La police intervient immédiatement. Sur place, ils commencent à casser le béton et finissent par ouvrir le couvercle de la fosse septique. C'est là qu'ils découvrent un corps, dans un état si dégradé qu'il était impossible d'en reconnaître le visage. Mais après vérification,
Le corps retrouvé est bien celui d'Evelyn Sayos, celle qui était censée être partie travailler à Singapour. Elle était supposée avoir quitté le pays le 17 août 2016. Michael, lui, avait signalé sa disparition en 2018. Et maintenant, nous sommes en 2020. Ce qui signifie qu'Evelyn est restée enterrée là, sous cette maison, pendant 4 ans. Alors, si elle était morte depuis tout ce temps, qui envoyait tous ces messages sur les réseaux sociaux et à qui parlait la famille? Les enquêteurs commencent à suspecter une personne, la seule qui avait affirmé que leur mère était partie à Singapour, sa fille Johanna. Johanna Sayos est la fille aînée d'Evelyn, née de son premier mariage. Elle est née en 1998. Elle avait un caractère plutôt extraverti, un peu comme sa mère. Au lycée, elle faisait partie d'un groupe de musique. Elle s'entendait bien avec ses amis. Elle aimait prendre des selfies et était très active sur les réseaux sociaux. Une ado en apparence comme les autres. Pendant le lycée, Johanna fait la connaissance de Ronald James Ruby, un garçon d'1 an plus âgé qu'elle. Ils s'entendent bien. Ils commencent à sortir ensemble, tout naturellement. 1 an plus tard, Johanna découvre qu'elle est enceinte. C'était en 2015. Elle avait 17 ans. Ronald, lui, en avait 18. Beaucoup trop jeune pour avoir un enfant et sans aucun soutien. Ils se rendent vite compte qu'ils ne pourront pas élever un bébé seuls. Alors ils décident d'en parler à Evelyn. Ils lui disent de tout. Le jour où Johanna a annoncé à sa mère qu'elle était enceinte, Evelyn a été profondément choquée. Elle était déçue et s'est mise à pleurer. Sa fille aînée, si précieuse à ses yeux, était tombée enceinte sans y être préparée. C'était dur à encaisser. Elle a crié, elle s'est énervée, elle leur a fait des reproches, mais elle n'a pas pu se résoudre à les mettre dehors. Evelyn accepte donc que Ronald vienne vivre chez elle. Elle aménage l'espace pour que le jeune couple puisse vivre ensemble sous son toit. Ils commencent alors une vie à 3. L'enfant naît et une nouvelle routine familiale s'installe. Mais ce jeune couple, beaucoup trop jeune pour être parents, n'avait absolument aucune idée de comment s'occuper d'un bébé. Ils ne savaient même pas comment s'en occuper, et ne faisaient pas vraiment d'efforts non plus. Résultat, c'est Evelyn qui s'est retrouvée à tout gérer. Jour après jour, elle comprenait bien sûr que Johanna était très jeune et qu'élever un enfant à cet âge, ce n'est pas facile. Mais elle avait élevé 2 enfants seuls, sans mari, sans aide. Et quand elle voyait comment Johanna et Ronald s'y prenaient, elle trouvait ça irresponsable. Alors elle commence à s'inquiéter. Pour son petit-fils, pour sa fille, et pour ce jeune homme qui ne faisait pas grand-chose. Elle se met à intervenir, à donner des conseils, à faire des remarques, de plus en plus, au point que Johanna et Ronald finissent par en avoir assez. Ils se sentent jugés, critiqués, presque humiliés. Les tensions grandissent entre eux au fil des semaines, et puis, un jour, Johanna se dispute violemment avec sa mère à propos de l'enfant. Ce jour-là, les choses dérapent un peu plus que d'habitude. À partir de ce moment-là, les reproches et la colère refoulée commencent à éclater. Johanna et Ronald se mettent à critiquer Evelyn, à voix basse, entre eux. Maman parle trop, elle se mêle de tout. Franchement, faudrait qu'elle meure une bonne fois pour qu'on ait la paix. C'est le genre de phrase on sacsar qu'ils se disaient entre. Mais s'ils pensaient vraiment ça, alors ils auraient dû s'occuper eux-mêmes de l'enfant, ou quitter la maison. Et Evelyn, dans tout ça, imaginez le stress qu'elle devait subir chaque jour sous son propre toit. Avec le temps, la rancune et la colère de Johanna et Ronald envers Evelyn ne cessent de grandir. Le 17 août 2016, Michael, le fils, devait passer la nuit chez un ami pour travailler sur un mémoire. Ce jour-là, Johanna et Ronald étaient un seul avec Evelyn dans la maison. Et il faut le dire, ils attendaient depuis longtemps une occasion de passer à l'acte. Ce n'est pas notre façon d'élever l'enfant qui pose problème. Le problème, c'est elle. Sans elle, ce serait plus simple. Sans elle, la vie serait tellement plus tranquille. Ce soir-là, Johanna s'approche de sa mère et lui dit « Maman, Ronald et moi, on t'a préparé une surprise. Descends dans le jardin au rez-de-chaussée. Allez, vite.
Evelyne suit sa fille jusqu'en bas. Là, Ronald l'attend, dans la main un marteau. Sans hésiter, il frappe Evelyne à la tête. Elle tombe, mais elle ne meurt pas sur le coup. Elle perd beaucoup de sang, elle se débat, elle souffre. Le couple panique un instant. Ronald crie « Va chercher un couteau !» Johanna court dans la cuisine et revient avec un couteau. Ronald poignarde Evelyne à plusieurs reprises. 5 fois dans la poitrine, 2 fois dans le cou, 2 fois dans le bras. 9 blessures graves suffisantes pour causer une hémorragie mortelle. Evelyne meurt de ses blessures. Après le meurtre, il se demande quoi faire du corps. Et là, ils pensent à une fosse septique encore inachevée dans le jardin. Ils décident d'y cacher le corps. Ils recouvrent ensuite l'ouverture avec une épaisse couche de ciment, pour que personne ne découvre jamais rien. Tout était presque parfait. Presque. Parce qu'il restait un problème. Ils savaient très bien que si quelqu'un se rendait compte que leur mère avait disparu, une enquête de grande ampleur allait commencer. Et si une enquête démarrait, cette fosse septique, fraîchement scellée avec du ciment, deviendrait vite suspecte. Alors, ils décident de faire croire qu'Evelyne est toujours en vie. En utilisant le téléphone de leur mère, ils continuent à faire vivre son compte sur les réseaux sociaux. Ils envoient des messages à ses proches et diffusent l'idée qu'elle serait partie travailler à Singapour. Johanna, en particulier, se fait passer pour sa mère. Elle envoie des messages, publie régulièrement et maintient l'illusion. 2 mois passent. Le 11 octobre. C'est l'anniversaire de Michael. Ce jour-là, il reçoit un message de sa mère. Du moins, c'est ce qu'il croit. Joyeux anniversaire, mon fils. Maman est à Singapour, alors ne t'inquiète pas. Ce message avait bien sûr été écrit par Johanna. Et ça marche. Même Michael, son propre frère, ne se doute de rien. Plus tard, quand toute l'affaire sera révélée, ce qui choquera le plus les gens, ce seront les anciens messages de Johanna publiés avant le meurtre. Parce qu'en les lisant, on croirait que tout allait bien entre elle et sa mère. La date de décès d'Evelyne, 17 août 2016. Mais 3 mois avant ça, en mai de la même année, Johanna avait écrit ceci sur ses réseaux. Ce jour-là, c'était la fête des mères. « Maman, bonne fête. Je devrais peut-être me souhaiter bonne fête à moi aussi. Ha ha, j'espère qu'il ne t'arrivera que de bonnes choses. Merci pour tout. Tu joues le rôle de maman et de papa à la fois pour Michael et moi. Merci du fond du cœur. Et désolé pour tout ce que j'ai mal fait. Tu sais très bien ce que c'est. Ha ha ha. Mais quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Ah, et n'oublie pas mon cadeau d'anniversaire. Tu sais très bien ce que c'est, hein ? 3 mois plus tard à peine, elle tuait sa propre mère. En juin 2016, c'était l'anniversaire de Johanna. Ce jour-là, elle poste un message sur les réseaux sociaux pour montrer le cadeau qu'elle a reçu de sa mère. Joyeux anniversaire à moi-même. Merci à ma magnifique maman, Evelyne Sayos, de m'avoir offert un nouveau téléphone. Vraiment, merci beaucoup. Tu m'as dit que les autres cadeaux viendraient plus tard, mais je sais que tu plaisantais. Je t'aime vraiment très fort. Le mois suivant, en juillet 2016, un autre message apparaît sur son compte. Un message un peu étrange. Difficile d'en comprendre le sens, mais voici ce qu'elle écrit. « Maman, c'est quoi ça ? On commence maintenant ? Evelyne ?» Puis, le 8 août 2016, c'est l'anniversaire d'Evelyne. Johanna publie à nouveau sur les réseaux. Elle écrit « Maman, joyeux anniversaire. Tu as aimé le cadeau que j'ai préparé ? Sur cette photo, tu es vraiment sexy. Je t'aime, maman. » Sous cette publication, Evelyne elle-même laisse un commentaire « Merci beaucoup pour le cadeau. » Un message doux et affectueux. Et puis vient la dernière publication, postée après la mort d'Evelyne. Johanna partage une photo de leur famille lorsqu'ils étaient enfants. Et elle écrit simplement « Tu me manques tellement ». À première vue, cela ressemble à un message de deuil, un hommage sincère à une mère disparue. Mais pour les enquêteurs, ce n'est pas si simple. Selon la police, Johanna aurait publié cette photo dans le but de faire croire qu'Evelyne était toujours en vie. Une façon de cacher la vérité et de couvrir son propre crime.
En réalité, Evelyn n'était jamais partie à Singapour. Elle a été tuée le 17 août 2016 et enterrée dans la fosse septique de la maison. Après le meurtre, Johanna utilise le téléphone de sa mère pour envoyer un message. « Je suis bien arrivée à Singapour ». Elle continue ensuite à envoyer des messages, faisant croire aux proches qu'Evelyn était toujours en vie. Mais avec le temps, une forte odeur commence à émaner près de la fosse septique. Les deux complices paniquent. Ils pensaient que le ciment suffirait. Mais l'odeur ne disparaît pas. Alors, Ronald prend une décision. Chaque fois que l'odeur revient, il achète du ciment et en remet une nouvelle couche. Mais aucun ciment ne parvient à masquer complètement l'odeur de la mort. Des analyses ADN sont ensuite réalisées. Elles confirment que le corps retrouvé dans la fosse septique est bien celui d'Evelyn Sayos. Au fond de lui, Michael savait déjà. Mais il espérait encore que ce ne soit pas vrai. Quand les résultats arrivent, son cœur se brise. La douleur est immense. L'enquête officielle débute, et Johanna devient rapidement la principale suspecte. C'est elle qui a vu Evelyn pour la dernière fois, et c'est elle qui a affirmé la première que sa mère était partie à Singapour. Au cours des investigations, un voisin témoigne. La famille d'Evelyn se disputait tout le temps, et un jour, on a commencé à sentir une odeur atroce autour de la maison. Un autre voisin ajoute « Un jour, j'ai vu Ronald porter un sac de ciment et l'emmener dans la maison. » Grâce au témoignage des voisins, la police décide de vérifier si Ronald avait réellement acheté du ciment. Et en effet, le 20 août 2016, les enquêteurs trouvent une vidéo de surveillance où l'on voit Ronald acheter du ciment. Les reçus d'achat confirment l'information. L'interrogatoire commence dans un bureau de Dasmariñas. Un procureur prend les choses en main. Au début, Johanna nie toute implication. Elle affirme que Ronald a tué sa mère seule. De son côté, Ronald nie tout en bloc. Mais rapidement, il finit par avouer. Il explique qu'il avait de graves tensions avec sa belle-mère au sujet de l'éducation des enfants et que la colère l'a poussé à commettre l'irréparable. Au fil de l'enquête, les preuves s'accumulent. Ronald n'a pas agi seul. Sous la pression, Johanna finit elle aussi par admettre sa participation au crime. Aujourd'hui, les deux ont été reconnus coupables et purgent leur peine dans une prison des Philippines. J'ai tenté de trouver la durée exacte de leur condamnation et le lieu précis de leur détention. Mais aucune source officielle ne mentionne ces détails. Il faut savoir que, dans le système judiciaire philippin, ce genre d'informations personnelles est rarement rendu public. On pense souvent que, parce qu'on est en famille, tout va bien, qu'on n'a pas besoin de parler pour se comprendre. Mais parfois, les blessures causées par ceux qu'on aime le plus sont les plus profondes et les plus durables. Le choix radical de Johanna et Ronald ne peut en aucun cas être justifié. Mais si seulement ils avaient pu exprimer ce qu'ils ressentaient, s'ils avaient osé parler franchement, les choses auraient-elles été différentes. Peut-être qu'un simple pas vers l'autre aurait suffi à éviter ce drame. Cette histoire ne nous touche pas seulement par son côté choquant. Elle nous rappelle à quel point il est important de communiquer, même entre proches. Et vous, qu'en pensez-vous? Si vous aviez été à la place de Michael, qu'auriez-vous fait? Moi, j'aurais tout essayé pour parler à ma mère. 2 ans sans un seul appel. Est-ce vraiment possible? Merci d'avoir écouté cette histoire. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et vous, qu'en pensez-vous? Si vous aviez été à la place de Michael, qu'auriez-vous fait? Moi, j'aurais tout essayé pour parler à ma mère. 2 ans sans un seul appel. Est-ce vraiment possible? Merci d'avoir écouté cette histoire. Partagez vos réflexions dans les commentaires.